À la une de ce journal, la cacao-culture, désormais une réalité dans le nord de la Côte d'Ivoire, notamment à Séguéla. Au Sénégal, l'industrie du tourisme inquiète après la décision de réciprocité des visas prises par Dakar. Et puis en Libye, affrontement meurtrier entre ex-rebelles et militants anti-milices. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. La culture du cacao à Séguéla, chose impossible hier, mais désormais une réalité. En dépit d'une pluviométrie et d'un sol peu favorable, la culture du coton fait peu à peu place à la culture du cacao dans le nord de la Côte d'Ivoire depuis le début des années 2000. Un reportage de Franck Quadio à Séguéla. Séguéla, vaste département de 9 sous-préfectures et une population à 80% rurale. Ici, la culture de l'anacarde constitue la principale ressource agricole. Mais depuis le début des années 2000, une nouvelle culture adhérente entre dans les mœurs culturelles, le cacao. Toute la zone aujourd'hui est couverte de cacao, mais cette culture de cacao remonte à l'année 2000. Voilà, donc les cacaoyers ici sont jeunes. Et ici, nous rencontrons moins de maladies. La présence du cacao dans la région, c'est le fait de ces agriculteurs venus du centre du pays. La culture du cacao à l'époque embryonnaire a pris du volume. À Lazarco, un de leurs campements, cohabitent plusieurs communautés. Quand on était venu pour prendre les places, et puis comme avant nous on fait le champ à Bio, à San Pedro, c'est là-bas, on s'en va aller chercher le grain pour venir. Et puis on a fait, actuellement ça va. Quand on voit cacao, on fait les pépinières, et puis s'il y a la pluie, et puis on plante. Les Kouyaka, les Senoufo et bien d'autochtones ont pris fait et cause pour le cacao. Cet agriculteur du Nord est venu faire fortune à Lazarco. J'étais à Kourogo pour faire anacarde et coton. Mais j'ai vu que ça ne va pas. Le cacao qui est bon. C'est à cause de ça que je me pris de mon bagage. Je suis venu commencer le cacao. Vraiment, le cacao là, c'est bon. Je m'ai rasé, j'ai fait coton, anacarde, je n'ai pas construit. Depuis que j'ai commencé le cacao, j'ai commencé à construire une maison. Mais pour plus d'efficacité, il faut fédérer les efforts. La coopérative des producteurs de Diarabana, gros village de la région, est en passe de produire plus de 360 tonnes après avoir récolté 200 tonnes de cacao en 2012. Ils auraient pu faire mieux sans ces quelques difficultés. Les pistes, pour le moment, c'est impraticable. Entre les villages et villages, le gouvernement a déjà commencé à faire un pas. Mais au niveau des campements, quitter par exemple Diarabana, aller à Orofla, c'est impraticable, il n'y a même pas de route. Quitter Kani, Wenge, aller à Lazakoro, il n'y a pas de route. Diarabana, Nyonro qui fait 7 km, totalement à partir de ce mois-là, la route sera coupée. Quand il y a saison de pluie là, même au bureau, on ne peut pas passer pour des camions. Si nos produits, pour faire sortir nos produits, c'est difficile. Une seule préoccupation sur toutes les lèvres, un meilleur développement du réseau routier. Cela va permettre une extension vers le nord de la très stratégique boucle du cacao. 25 femmes, agents techniques des eaux et forêts distingués. Le ministre des Eaux et Forêts, Mathieu Babodare, a salué le courage de ces femmes dans l'exercice de leurs fonctions, car elles sont très souvent victimes d'attaques de braconniers sur le terrain. Le récit de Juliette Ouéa. Hommage rendu aux femmes, agents techniques des eaux et forêts de Côte d'Ivoire ce vendredi 7 juin. Une cérémonie pour saluer et encourager leur dévouement, car, comme le personnel masculin, les femmes eaux et forêts, en plus de braver quotidiennement le danger dans les parcs nationaux et réserves, se consacrent à leur vie d'épouse et mère. Ainsi, de façon symbolique, 25 femmes agents techniques des eaux et forêts ont-elles été distinguées par le ministre Mathieu Babodare. C'est une grande joie qui nous anime ce matin. Par cette fête, nous voulons dire que nous aussi, comme des hommes, nous sommes prêts à servir partout où le besoin se fera sentir. C'est l'occasion en tout cas pour cette fête-là de pouvoir renforcer nos liens. Ce n'est pas seulement les liens entre les femmes, mais les liens même entre les collègues. Depuis que je suis dans le service, c'est la première fois que je reçois un cadeau. Les femmes eaux et forêts ont reconnu les efforts du ministre Mathieu Babodare pour promouvoir la femme au sein des agents des eaux et forêts. Le président de la République, qui est notre patron, est lui-même attaché à la promotion du genre, surtout à la promotion de la femme. Et je vous fais une confidence encore, lorsque nous faisons des nominations, qu'il n'y a pas de femmes, ou bien s'il y a très peu de femmes, il nous interpelle vivement
ou même ils rejettent la proposition que nous faisons. Des prestations d'artistes, un karaoké et des jeux ont mis fin à la cérémonie. Réduire considérablement le taux d'analphabète en Côte d'Ivoire, voilà l'objectif du Centre ivoirien d'alphabétisation de la Riviera Golfe. Créé depuis 1999, le centre a à son actif l'insertion socio-professionnelle de nombreuses personnes ne sachant au début ni lire ni écrire. Ce samedi 8 juin dernier, l'heure était au bilan. Michel Mambo. L'histoire raconte la vie d'une mère expulsée de son foyer dans un petit village baoulé. Ne sachant ni lire ni écrire, Amoué décide tout de même d'aller en ville chercher du travail. Très tôt, elle se rendra à l'évidence. Son analphabétisme ne lui rendra pas la vie facile. Mais déterminée, Amoué continue de se battre et trouve un jour son salut au Centre ivoirien d'alphabétisation sis à la Riviera Golfe. Son histoire est vécue par nombre d'analphabètes en Côte d'Ivoire. Il y a fait des enfants, des grands-enfants qui vont à l'école. Souvent, quand il va à l'école, dans les devoirs, il me dit, maman, on lit ça comment? Je dis, Donc, je dis, c'est pour faire coup de soie. Donc, je suis venue pour apprendre à lire. Maintenant, grâce à Dieu, je sais écrire mon nom. Satisfaction donc pour les responsables du Centre ivoirien d'alphabétisation qui renouvellent en cette fête de fin d'année scolaire leur engagement à réduire considérablement le taux d'analphabètes en Côte d'Ivoire, taux élevé à plus de 51% selon une étude de l'UNESCO. Je suis satisfaite lorsque au CEP, j'ai 60%, 70% ou quelquefois 100%. Ma première élève, Abiba, qui a eu le bac il y a 4 ans, il y a certains qui m'appellent, tanti, j'ai fini, je suis maintenant institutrice. Créé en 1999, le Centre ivoirien d'alphabétisation de la Riviera compte 137 apprenants encadrés par 4 enseignants bénévoles. Ils pourront désormais compter sur le soutien du service autonome d'alphabétisation qui offre des kits scolaires aux apprenants. Faire découvrir les différentes richesses culturelles des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est l'une des missions que s'est assignée l'UREM-CEDEAO, cette union qui existe en Côte d'Ivoire depuis une vingtaine d'années et qui a pour but essentiel de susciter entre ressortissants des pays membres de la CEDEAO un esprit de partage et d'entraide. L'UREM-CEDEAO vient d'organiser des activités culturelles auxquelles a assisté notre reporter Franck Quadio. Mélodie cadencée et des pas déterminés. Le Bobobo, danse de l'ethnie Mina du Bénin, transposait l'espace d'une journée culturelle à Anono, commune de Cocody. Une manifestation festive pour célébrer la cohésion entre pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et les ressortissants de la CEDEAO vivant en Côte d'Ivoire veulent matérialiser cela avec l'UREM-CEDEAO. Jean-Claude Baba est ivoirien, il dirige la section de Cocody. On a l'impression de comprendre que quand on dit CEDEAO, on parle plutôt des étrangers. Et donc il y a une faible communauté ivoirienne au sein de ces différentes associations. Et donc c'est ce qui crée un peu le problème. Cette année, nous avons intégré les différents chefs traditionnels au niveau de la Côte d'Ivoire. Susciter l'intérêt de tous les ressortissants des 15 pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est l'objectif affiché par l'Union qui a décidé de refonder la base. À Cocody, ici, on a 27 quartiers. Il nous est demandé à ce que chaque leader de chaque quartier soit représenté dans une sous-section. Et ainsi que les femmes aussi. Essayer de créer un bureau communal pour que chaque Africain de la CEDEAO soit intégré dans le mouvement, pour qu'on puisse se défendre ensemble. L'UREM-CEDEAO existe en Côte d'Ivoire depuis 22 ans. Troisième jour d'hospitalisation pour Nelson Mandela. La situation du Madiba est préoccupante mais stable selon un communiqué du gouvernement sud-africain. Le héros de la lutte contre l'apartheid, âgé de 94 ans, souffre de pneumonie. Et puis, le bilan des inondations en Europe centrale s'alourdit. On parle désormais de 19 morts. La dernière victime a été découverte en Autriche. Les évacuations se poursuivent en Allemagne. Après la pêche, le tourisme est la deuxième source de devises au Sénégal avec un chiffre d'affaires de 300 milliards de francs CFA. L'État sénégalais vient de prendre une mesure qui impose désormais aux visiteurs étrangers un visa pour entrer dans le pays de la Teranga.
Une mesure qui ne rencontre pas cependant l'assentiment des professionnels du tourisme. Ces derniers craignent donc un manque à gagner de plus de 100 milliards de francs CFA. Jusque-là dispensés de visa d'entrée au Sénégal, les visiteurs étrangers doivent désormais se munir d'un visa pour goûter au pays de la teranga, de l'hospitalité en wolof. Le gouvernement sénégalais a décidé d'instaurer la réciprocité avec les pays qui exigent des visas d'entrée pour ses ressortissants dès juillet. Cela ne va pas m'empêcher de venir. C'est comme quand on veut aller en Amérique ou à Londres, on doit toujours payer. S'il faut payer, on payera. Je pense que c'est une logique quand même intéressante parce que c'est un système donnant-donnant. Ce n'est pas une décision sage. Il faut d'abord renforcer le tourisme avant d'introduire le visa payant. Les professionnels du tourisme qui protestent contre la mesure redoutent une baisse considérable du nombre de touristes et un manque à gagner de plus de 100 milliards de francs CFA. Si on ne fait pas attention par rapport à ces questions-là, bientôt il n'y aura plus de combat faute de combattants, parce que je veux dire, les gens vont purement et simplement fermer le réceptif et faire autre chose. Parce que je veux dire, il n'y a pas que ce problème des visas, il y a aussi le problème des taxes aéroportuaires qui sont à un niveau très élevé. La destination Sénégal attire chaque année près de 800 000 touristes venus du monde entier et particulièrement d'Europe. À eux seuls, les Français représentent 50% des visiteurs. Pour le gouvernement sénégalais, le secteur touristique n'est pas menacé et l'instauration des visas relève d'une décision souveraine. Nous allons travailler avec les hôteliers sur les conditions de relancer le tourisme sénégalais, de vendre la destination sénégalaise, si bien que des détails de cette nature ne puissent pas gêner le flux des touristes chez nous. Mais nous ne sommes pas là également pour nous concerter avec les hôteliers à tout bout de champ dans le cadre d'exercice de la pleine souveraineté de notre pays. Le visa d'entrée au Sénégal devrait coûter entre 50 et 60 euros. Les expatriés résidant déjà au Sénégal ne sont pas concernés sur présentation de la carte consulaire. Les nombreux binationaux seront en revanche concernés par cette mesure. En Libye, les affrontements ont fait de sources médicales 31 morts et une centaine de blessés. Ces violents heurts ont vu s'opposer les membres du bouclier de la Libye, une milice placée sous l'autorité du ministère de la Défense et des manifestants. Des affrontements entre une brigade d'anciens rebelles et des représentants anti-milices ont fait au moins 31 morts et près de 100 blessés samedi dans la ville de Benghazi en Libye. Depuis la fin de la révolution qui a chassé le colonel Kadhafi du pouvoir en 2011, les nouvelles autorités libyennes ont du mal à former une armée et une police professionnelle. Le ministère de l'Intérieur a régulièrement recours à ces milices formées d'anciens rebelles pour sécuriser les frontières ou s'interposer dans des conflits tribaux. Cette sorte d'État dans l'État exaspère la population dans tout le pays. Nous voulons que Tripoli soit sécurisée, sans armes, sans danger pour tout le monde, sans danger pour les Tripolitains qui y vivent, sans danger pour les compagnies étrangères. Nous voulons que tous ces groupes armés sortent de Tripoli. En 2012, les habitants de Benghazi et de Tripoli s'étaient déjà rebellés contre ces milices qui font la loi dans tout le pays pour demander leur dissolution. Nous voulons un gouvernement. Nous ne voulons pas voir des armes dans les rues. Nous voulons une police efficace. Nous voulons une ville sécurisée. Nous voulons une société de droit. Voilà nos revendications. Benghazi a été le théâtre ces derniers mois de plusieurs attaques contre des intérêts occidentaux et d'assassinats de responsables gouvernementaux de la sécurité. En Libye, où le chef d'état-major de l'armée, Youssef Al-Mangouch, a démissionné hier dimanche au lendemain de ces affrontements. Et puis, réunir les gens par la musique, c'est le pari qui est fait par deux sopranos de renommée internationale. Les deux dames, à travers leur organisation Sing for Hope, ont installé plusieurs pianos dans Central Park, au cœur de New York. Ceci pour le plaisir de tous ceux qui veulent en jouer et partager ainsi leur passion avec le public. C'est la fin de ce journal. Vous pouvez le revoir sur www.rti.ci. Merci de rester sur RTI 2.